Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Al Janoubia TV, bienvenue dans l'émission L'Entretien. Aujourd'hui, nous allons parler islamophobie, c'est-à-dire cette haine, cet a priori, cette somme de préjugés qui peuvent parfois mener à une simple détestation, mais aussi aller plus loin et aller vers des violences contre les musulmans du simple fait de leur appartenance à la religion musulmane. Et pour en parler, eh bien, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Abdallah Zekri. Bonjour Abdallah Zekri. Bonjour, et le plaisir est partagé. Merci infiniment. Alors, vous êtes secrétaire général du CFCM, le Conseil français du culte musulman, mais vous êtes aussi le président de l'Observatoire de la lutte contre l'islamophobie. Alors, ce terme, vous, comment vous le définissez ? Vous savez, en principe, l'islamophobie, c'est la peur de l'islam, c'est la peur de l'autre. Et cette peur, elle s'est transformée automatiquement en haine. Parce que quand on a peur de quelqu'un, on commence à se méfier, on commence à ne plus l'aimer, on commence à l'attaquer. Donc c'est cela. C'est pour ça que ça a beaucoup dérangé des hommes politiques, le terme islamophobie. Oui, il y a eu une polémique une polémique énorme, y compris Valls, qui n'avait jamais reconnu l'islamophobie. Alors que le président de la République, les responsables politiques à haut niveau ont reconnu l'islamophobie. Et puis il y avait également le CRIF, le Conseil représentatif des associations juives, qui ne voulait pas reconnaître l'islamophobie, pensant que presque ils sont les seuls à être victimes. Or que nous combattons naturellement non seulement contre les actes anti-musulmans, mais en tant que citoyens français, nous dénonçons également les actes qui sont commis contre les autres religions. Voilà, donc par conséquent, c'est un combat que nous menons et nous souhaitons que toutes les personnes qui sont victimes en fonction de leur religion, leur identité, leur histoire, puissent également se mettre tous d'accord pour combattre ce fléau. D'accord. Alors, aujourd'hui, est-ce que l'ensemble de la classe politique reconnaît cela, ou s'il y a encore des freins, il y a encore des gens qui vous disent oui mais non, pas le mot islamophobie parce que ce serait une atteinte peut-être à la liberté d'expression, on a le droit de ne pas être d'accord avec l'islam, et plutôt, ils sont plutôt peut-être dans rester sur des terminologies liées au racisme, voilà, racisme anti-maghrébin. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui reconnaissent le terme islamophobe, hein, même en lieu, même les différents chefs d'État. Maintenant, essayer de dire que ce qui se passe, on n'est pas d'accord, c'est pas le fait qu'on insulte. Vous savez, vous parlez de la liberté d'expression, la liberté de parole. On est pour la liberté de parole. Oui. On peut critiquer, il n'y a aucun problème. Mais on ne peut pas critiquer lorsqu'on tue. On ne peut pas critiquer lorsqu'on incendie une mosquée. Ouais. On ne peut pas critiquer lorsqu'on frappe une femme parce qu'elle porte le voile, une femme enceinte qui perd son bébé dans un jardin public et que personne n'intervient. Entre la critique et la violence, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. Ouais. Et malheureusement, ce pas-là a été franchi déjà depuis très longtemps, premièrement. Deuxièmement, il y a eu à un moment donné le laxisme de la justice, il faut le dire. C'est-à-dire lorsque des personnes sont arrêtées, on leur trouve des circonstances atténuantes, il est malade mental, il est ceci, comme explique un malade mental dans une ville qui passe devant une synagogue, devant une église, et quand il arrive à la mosquée, il cherche à la brûler. Il n'a pas brûlé les autres, pourquoi il arrive là? D'accord, donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, c'est pas un malade. Il sait ce qu'il fait, ce n'est pas un malade. Nous demandons l'application de la loi. Il est vrai, je vais quand même être honnête, depuis peu de temps, il y a des condamnations maintenant qui commencent à tomber, des condamnations fermes. Mais à un moment donné, il y a un laxisme. Et puis également, il faut dire, vous êtes un homme de télévision, d'information, vous êtes informé, vous avez vu un petit peu la campagne présidentielle. Elle a été sur l'identitaire. Oui. Les candidats, ils ont été sur l'identitaire, sur le voile, sur le burkini, sur l'école, sur les repas de substitution. Alors on pouvait, puisque vous parlez de la campagne présidentielle récemment terminée, on pouvait s'y attendre de la part de l'extrême droite, on s'y attendait moins de la part de la droite, et quand même François Fillon a aussi un petit peu joué avec ces craintes-là. Au-delà de François Fillon, Valls qui est à gauche, socialiste, à gauche. Mais pour moi, Valls, avec ses discours, ses déclarations, il n'est plus un homme de gauche. J'avais posé un jour une question à M. Cambadélis, qui avait reçu 3 représentants du CFCM, lui dire, est-ce que M. Valls, il est franchement de gauche, il est parti socialiste? Il nous a dit oui, j'ai un petit peu fait un petit sourire, parce que par rapport à ces déclarations, mais M. Valls, il a voulu mettre le feu aux poudres, il a été celui de gauche qui voulait interdire, par exemple, le voile de l'université. L'université, c'est des femmes qui ont des diplômes Bac plus 4, plus 5, donc qui sont majeures, elles savent ce qu'elles font, et lui, il savait ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire, ce sont des hommes politiques
qui ont chassé sur le terrain de l'extrême droite. Et d'ailleurs, vous avez dû remarquer, les 3 candidats aux primaires qui ont fait leur campagne sur l'identitaire, ils ont perdu les primaires. Oui. Valls a perdu les primaires, Fillon a perdu les primaires, hein, et puis les autres ont perdu les primaires également. Donc par conséquent, déjà, ils ont perdu là-dessus. Alors là, c'est quand même, ça posait problème. Et avant même les débats des élections, pourquoi les chiffres de l'islamophobie augmentent? On avait dit aux différents ministres qui nous ont reçus, y compris le Premier ministre, on leur a expliqué comment voulez-vous que les groupes identitaires, les groupes racistes ne commettent pas de tels actes. Pourquoi? Parce que quand vous prenez un homme politique qui fait des déclarations énormes concernant l'islam, Sarkozy, qui a tapé à fond, Valls, Fillon, Marine Le Pen. Bon, Marine Le Pen, on est habitué, on ne veut même pas parler d'elle parce qu'on trouve que c'est normal. C'est dans leur identité même. C'est dans l'ADN du Front Absolument. National. Donc, par conséquent, les autres qui ont voulu surfer sur les terres du Front National pensant obtenir des voix, la seule chose qu'ils n'ont pas mis dans leur tête, c'est que maintenant les Français de confession musulmane votent. Mais c'est ça qui est surprenant, Abdallah Zekri, c'est comment ces politiques, c'est quand même leur métier, ils font ça 24 heures sur 24, ils n'ont pas d'autre occupation que celle-là. Comment n'ont-ils pas vu l'évolution de la société? Et comment peuvent-ils croire que taper sans arrêt ne va pas provoquer chez les musulmans aussi une volonté de répondre par leur carte électorale et de voter contre eux? La preuve, vous l'avez dit, ils ont tous perdu. Oui, Ça devrait être une leçon. Mais pourtant, ce n'est pas une leçon puisqu'ils recommencent. Parce que ce sont des gens qui passent leur temps à regarder dans le rétroviseur. Ils ne regardent pas devant. Ils ne regardent pas l'avenir. Ils ne regardent pas ceux qui peuvent apporter quelque chose. Quand vous prenez des hommes politiques qui vous disent que l'islam n'est pas compatible avec les valeurs de la République. Les valeurs de la République, nous les respectons. Quand vous entendez des hommes politiques qui vous disent qu'il faut la laïcité, que la laïcité. Mais ils se trompent. Nous respectons la laïcité. C'est-à-dire on met au défi les hommes politiques français et les gouvernements actuels français, eux-mêmes, ceux qui sont passés déjà les habits au défi, de respecter la laïcité. C'est-à-dire c'est la non-ingérence des politiques dans le religieux. Oui. Et eux, ils s'ingèrent. Oui. Déjà, le fait, je l'ai déclaré sur des chaînes françaises et même dans des chaînes arabes où j'étais invité dans certains pays, ça a soulevé un tollé. J'ai dit que moi, l'islam de France, Abdallah Zekri, je ne reconnais pas l'islam de France. C'est une foutaise. D'accord. Pourquoi on ne dit pas le judaïsme de France? Pourquoi on ne dit pas le christianisme de Alors France? qu'est-ce qu'on devrait dire, Abdallah? L'islam en France, les musulmans en France. D'accord. Et lorsque nous avons rencontré le pape il y a 5 mois, nous avons posé la question aux cardinaux. En France, on nous impose un islam, on nous dit l'islam de France. Il nous a dit surtout n'acceptez pas ça. Au Vatican. Alors vous vous rendez compte. Donc l'islam est une religion révélée, au même titre que le christianisme, que le judaïsme. Donc il faut la respecter comme telle. Il n'est ni de France, ni du Maroc, ni d'Algérie, ni d'Arabie Saoudite. Et alors, si je vais en Angleterre, je vais pratiquer un islam anglais. Alors ça, c'est de la foutaise. C'est pour dire, moi j'ai analysé le discours de Sarkozy quand il a parlé de l'islam de France. Un islam de France, c'est-à-dire son islam à lui, de la manière, la conception dont il le voit, c'est un islam de paix, de tolérance. Et mon islam à moi, l'islam du prophète Mohammed alayhi salam, et ce que mes parents m'ont appris, c'est l'islam tal-unf, l'islam de la violence. C'est comme ça que je l'ai analysé. Donc, et c'est pour ça que je dis, je n'accepte pas l'islam de France. C'est une foutaise et je le rejette. D'accord, ça veut dire qu'on vous accuse a priori d'être dans un islam violent tant Tout à que fait. vous ne... Voilà, D'accord. voilà. L'islam, le mot islam, ce que je dis, parce que nous avons des contacts avec les catholiques, les protestants, les juifs, l'islam, le mot islam, c'est paix. C'est pas la violence. Et ceux, justement, actuellement, l'erreur qui se passe, ceux qui commettent des actes de terrorisme, etc., ce sont des gens qui, naturellement, ils utilisent la religion, mais ce n'est pas des religieux. Dans l'islam, il n'est pas dit de tuer. Mais bien sûr. Voilà, bien sûr. donc le type qui a voulu tuer dernièrement avec un marteau, un étudiant algérien, qui a voulu tuer avec un marteau et un couteau de cuisine, c'est un malade mental. Qu'est-ce qu'il a à voir avec Daesh? Mais on fait peur aux Français. D'accord. Mais c'est ce qui, ça aussi, forcé de constater, c'est ce dont on parle le plus. Est-ce que vous croyez que ça... Enfin, est-ce que vous croyez? Je crois que la réponse est évidente, mais comment vous réagissez par rapport à ça? Parce que ça fait quand même... Ça met le feu, ça nourrit peut-être aussi l'islamophobie. Donc, Oui, bien sûr, ça nourrit C'est terrible. l'islamophobie. Quand vous voyez, par exemple, des articles comme vous avez là, un journal, un hebdomadaire qui, pendant 6 semaines... Alors là, j'ai Le Point, Il j'ai sort. les couvertures du Point et de l'Express, effectivement.
Alors le point burqa, le spectre islamiste, cet islam sans gêne, l'Express, l'islam, les vérités qui dérangent, l'Occident face à l'islam, la peur de l'islam, l'Express encore. Donc, Alors, quand vous avez ça dans les kiosques à journaux, dans tous les territoires français, et tous les jours. tous les jours, quand vous allumez votre télévision, BFM, les chaînes à information tous les quarts d'heure, c'est l'islam, les musulmans, la burqa, le voile. Quand vous allumez après les chaînes d'information de 20h, 13h, etc., l'islam. Et qu'est-ce qu'on montre? On montre ce qui se passe, non pas en France, mais ce qui se passe en Syrie, dans des ce zones qui de se guerre. passe en Irak, dans les zones de guerre, où on montre des enfants en train de couper la tête d'autres, on montre des fois. Mais là, je suis allé à l'émission géopolitique à l'Assemblée nationale, devant plus de 80 députés et d'anciens ministres, où j'ai dit oui, c'est vrai, il y a le terrorisme, mais il faut aller au fond. Il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout des choses. Et le terrorisme, j'ai accusé l'Occident d'avoir été à l'origine. Parce que pourquoi? Il y a eu l'Irak, Bush, armement de destruction massif, on attaque l'Irak et on a créé le terrorisme. Il y a eu la Libye, Sarkozy, avec le général en chef Bernard-Henri Lévy, qui est devenu chef d'état-major, et on attaque la Libye, et le terrorisme remonte vers la Tunisie, remonte vers l'Algérie. Donc ils ont créé des zones de non-droit, facilitant la tâche de Daesh par le terrorisme. Donc il est vrai que nous combattants ne pouvons pas accepter que des gens meurent. On ne peut pas brûler une mosquée, une église ou une synagogue. On ne peut pas tuer quelqu'un parce que les musulmans, parce que les juifs, parce que les protestants. Ça, nous sommes tout à fait contre. Nous combattons le terrorisme, mais il faudrait que les États qui ont créé ce terrorisme par un mauvais calcul politique, financier, pétrolier et autres, doivent également prendre leurs responsabilités et reconnaître pourquoi ce terrorisme il existe actuellement. Et Saad Abdallah Zekri, à votre avis, alors vous dites que vous allez voir ces députés à l'Assemblée nationale pour les sensibiliser sur ce qui se passe. Qu'est-ce qui les empêche d'entendre? Qu'est-ce qui les empêche de prendre conscience? L'hypocrisie, vous savez, en politique, elle est connue. Quand vous faites une conférence pendant 1h30, lorsque vous sortez de votre table de conférence et qu'ils viennent vers vous, ils vous disent « vous avez raison, nous partageons votre point de vue ». Que ce soit de gauche ou de droite, certains. Ils vous disent on partage notre point de vue, nous n'avons pas suggéré, etc., l'erreur, et ainsi de suite. Mais après, quand vous les entendez à la télévision ou ailleurs, ou par rapport à leurs électeurs, ils tiennent un autre discours. Ils évacuent leurs erreurs et toujours ils mettent sur le dos des jeunes qui sont partis. Il faut savoir les causes qui sont parties. Je ne suis pas pour que des jeunes partent se faire tuer. D'ailleurs, ils vont se faire tuer gratuitement, pour rien du tout. Et puis, ça suffit, on leur dit, on fait des appels dans les lieux de culte, au niveau du CFCM, on appelle les imams à mettre en garde les parents concernant leurs enfants et tout. Et vous savez, actuellement, il est très difficile dans les familles de parler de ces choses-là, et ainsi de suite. Il y a un conflit de génération très important. La famille d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Et ce n'est pas celle d'hier, et pas uniquement chez nous, parce qu'on parle pas uniquement chez nous, ailleurs aussi. Et c'est un problème universel, c'est un problème global. Les enfants de maintenant, quels qu'ils soient, parce que bon, les enfants qui sont nés ici, ils sont assis entre deux chaises. Ils connaissent leur pays, une fois tous les ans, ils partent 15 ou 20 jours, ils parlent français, ils rêvent français. Moi, il m'arrive de rêver en arabe parce que je suis né dans un pays, j'ai grandi là-bas, etc. Mais eux, ils rêvent français. Vous parlez avec eux, ils vous disent, je fais un rêve hier, raconte-moi, et ils vous le racontent en français. Donc, par conséquent, ils sont nés ici. Et quand on a parlé de déchéance de nationalité, là aussi, ça a été révoltant. Et ça, d'ailleurs, ça a été une bêtise énorme, des déclarations à la porte. Même le président Hollande l'a reconnu. Le président l'a reconnu, et ça lui a valu, naturellement, même sa place. Mais alors, donc j'ai compris, en fait, c'est leur ambition électorale qui, même s'ils savent, même s'ils vous disent « vous avez raison », c'est leur ambition électorale tout à fait. Qui les empêche, qui les freine. Et donc mais c'est complètement irresponsable d'un point de vue de l'intérêt général aussi. Alors, ils veulent dire à leurs électeurs ce qu'ils veulent écouter. Mais oui, mais alors ils disent pas ce qu'ils pensent, ils veulent écouter. Quand il va voir un électeur, il lui parle. S'il voit que l'électeur penche un petit peu vers ça, il penche parce qu'il y en a d'autres qui condamnent quand même ces actes-là, des hommes de paix, des intellectuels, et ainsi de suite. Et en parlant de ça, ce qui est révoltant quand on va, par exemple, Zemmour, tout ce qu'il attaque sur les chaînes de télé, et qu'on lui ouvre à bras ouverts les télés, d'ailleurs il a été condamné par le CFCM dernièrement, etc. Mais là où je suis révolté, ils sont où les intellectuels musulmans? Alors ils sont où ils sont où c'est ceux-là pour qu'ils ne répondent pas? Il faut que ça soit nous, Ragdin.
ils cherchent leurs intérêts, ils cherchent des décorations, Oui. donc ils ne répondent pas à le fameux Fenekrov, même son nom, je n'arrive pas à le prononcer tellement qu'il est tordu. J'ai fait plusieurs débats télévisés avec lui. Quand il parle des banlieues perdues de la République, Oui, or c'est des banlieues oubliées de la République. abandonné de la République. Perdues, Ouais, perdues, ouais, perdues, ouais, c'est pire, ouais, où on ne peut pas rentrer, etc. Je dis, venez, je vous amène. ouais. Elles ne sont pas perdues de la République, elles sont oubliées par la Ouais, République. ouais, Donc, par conséquent, tous ces discours, moi, je suis désolé, peiné même, devant les intellectuels d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, Mais peut-être qu'ils ne sont ça. pas invités, peut-être. Mais ils peuvent répondre, les autres, ils ne sont pas Ah, ils peuvent invités, mais ils répondre par des- écrivent. d'accord, Ils, d'accord. ils voient une déclaration d'un Très bien. intellectuel raciste, Ouais. ils peuvent, en tant qu'intellectuel, niveau à niveau, lui répondre, faire une tribune libre pour répondre à un truc comme ça. Ils ne répondent pas. Ils ne s'impliquent Comment pas. vous l'expliquez, Abdallah Zekri? J'explique, c'est une démission, ils baissent les bras. Ma عندهم chenif. Je le dis clairement. Ma عندهم chenif. Ils n'ont aucune dignité pour la défense de leur pays, pour la défense. Parce que c'est vrai que je suis citoyen français, par acquisition de la nationalité française. Mais je n'ai jamais oublié mes origines. Je le redis aux Français. Je suis algérien, je suis fier de l'être. Je suis né dans un pays qui a une histoire, une civilisation. Mes parents, ما ننشاش بلادي ما ينكرش له غير الكلب comme on dit بالعربية. Mais en tant que citoyen français ici, je respecte les valeurs de la République, je respecte le pays qui m'a accueilli, mais on ne peut pas aujourd'hui me dire la négation. Quand je vous prends dans les débats politiques qu'il y a eu, où on a eu l'intégration, elle n'a pas marché, et qu'il va falloir assimiler. L'intégration, c'est pas qu'elle n'a pas marché. On n'a pas voulu la faire. on n'a pas voulu intégrer les gens. Bien sûr, Parce que ouais. pour intégrer quelqu'un, Ouais. il faut lui donner un logement, qu'il vive décemment. Il faut lui donner un travail pour qu'il puisse vivre également. À ce moment-là, il s'intègre. Mais si on voit Ali, Mohamed Qaddour dans les CV, et on ne lui donne pas le travail, et on l'exclut, comment voulez-vous qu'il s'intègre? Après, on nous a parlé d'assimilation. Cette assimilation a été proposée en 1974 par Valéry Giscard d'Estaing. pour nos téléspectateurs, dites-nous la différence pour vous entre intégration et assimilation. Alors, l'intégration, c'est s'intégrer dans un domaine, dans le pays dans lequel vous vivez, afin que vous puissiez pouvoir travailler, etc. Mais Donc c'est une pour- intégration sociale. intégration sociale. Voilà. Donc, par conséquent, ça ne pose pas de problème. D'accord. Mais encore faut-il que l'État vous tende la main, Permette par le travail, cette vous intégration permette cette sociale. intégration. Ils ont parqué tout le monde dans les mêmes quartiers. Ouais. Ils ont créé des ghettos. Donc ça, c'est- ouais. Et actuellement, En fait, on favorise le communautarisme. voilà, comme donc ça. on parle de communautarisme, ils l'ont favorisé. Non, non. Et l'assimilation, je vous dis, ça a commencé en 1974 par Valéry Giscard d'Estaing, où à l'époque déjà, j'étais jeune militant qui combattait pour cela. L'assimilation, c'est la négation de soi, de sa culture, sa civilisation, ses origines, c'est-à-dire je deviens rien du tout, Mais là, on je est- deviens dans le moule et je deviens français. C'est Abdallah. Là, on est dans même un crime contre l'humanité. Si on amène quelqu'un à nier. Voilà, c'est ça l'assimilation. C'est-à-dire, vous n'êtes plus rien. Votre passé, vous devez l'effacer. Vous ne Mais devez pas. Impossible. Je leur ai dit, et je l'ai dit à des hommes politiques, je ne suis pas assimilable. Je suis un poison musulman. Si on veut m'assimiler, c'est lui qui veut m'assimiler. S'il me mange, il meurt. Mais de toute façon, faire c'est tadra. même, c'est même pas souhaitable pour le rayonnement de la France, Voilà. pour l'enrichissement de la France. Est-ce qu'on a demandé à des Français qui vont dans des pays arabes, etc., ou des musulmans, où il y en a beaucoup qui vivent au Maroc, il y en a, et qui vont d'ailleurs, ils ont acheté même des riads, et qui se trouvent très bien au soleil. Est-ce qu'on leur a demandé de s'assimiler dans la société marocaine ou la société algérienne? Et encore, quand on parle d'islam, je vais vous dire une chose, mon cher ami. Oui, Il n'y a pas un pays qui connaît l'islam mieux que dans tous les pays d'Europe, c'est la France. tout à fait. Elle a occupé l'Algérie depuis 132 siècles, le Maroc et la Tunisie protectorat, donc elle connaît l'islam, Et même elle avant. a vécu dans ces pays, même Les avant. relations avec l'Empire ottoman Voilà. sous François Ier, Déjà ça, cette les occupation coloniale. ambassades d'Haroun al-Rachid chez Tout à Charlemagne. fait. Alors, Il y a donc, une longue histoire. Voilà, sans aller à cette histoire-là, on va à l'histoire récente de Contemporaine, l'occupation ouais. contemporaine. Il n'y a pas un pays qui connaît. Ça n'a jamais dérangé les Français d'entendre le muezzin à Casablanca, à Rabat, ou à Alger, ou à Tunis. Hein, ils y vivaient très bien, etc. Et puis d'un seul coup, l'islam est devenu un problème. Est-ce L'islam que, n'est pas un c'est Abdallah problème. Zekri, est-ce que l'islam est devenu un problème, en fait, depuis qu'il y a une certaine importation d'un islam qui n'est plus justement celui du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie? On entend beaucoup ça aussi, mais qui vient de pays plus lointains, l'Arabie Saoudite, le Golfe d'une manière générale, et plus l'islam qu'on connaissait. Oui, mais qu'on arrête l'hypocrisie.
les rapports avec l'Arabie Saoudite, les pays européens, ils ont les meilleurs rapports avec les pays d'Arabie Saoudite. Et quand on voit actuellement qui s'attaque au Qatar, l'Arabie Saoudite aussi, elle a sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Alors qu'on arrête l'hypocrisie parce que là-bas, ils ont des problèmes. Ils ont le pétrole. Le président Trump est allé là-bas, il a signé des contrats par milliards. Alors, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ils seront toujours les bienvenus. Mais ce n'est pas là. Ce n'est pas là le problème. L'islam, il est connu. Mais maintenant, laissant les gens pratiquer, l'islam a commencé à déranger dans la mesure où il est devenu visible. Quand il est devenu visible, il est vrai qu'à un moment donné, ça a choqué quand on faisait les prières dans les rues. Mais s'il y a eu des prières dans les rues, parce qu'il n'y a pas assez de lieux de culte. Là encore, on n'a pas fait... Il y a actuellement 2600 lieux de culte en France. Sur les 2600 lieux de culte en France, il y a à peu près 60 mosquées. 60 mosquées, dignes de ce nom, grandes mosquées. Tout le reste, ce sont des salles de prière. Il en faudrait combien? Il faudrait au moins 4000. Mosquées. 4000 lieux de culte. Je ne dis pas des grandes mosquées cathédrales, mais des mosquées de proximité. Les grandes mosquées, il y en a, je vous dis, à peu près dans les 60 grandes mosquées. Mais au moins, dans chaque chef-lieu de département, une grande mosquée. Vous prenez par exemple Marseille, qu'on considère que la 47e wilaya de l'Algérie, vu le nombre d'Algériens qu'il y a là-bas. Il n'y a pas une grande mosquée. Il n'y a pas de grande mosquée. Mais pourquoi? Parce que... un frein politique? Il y a un frein politique avec le maire Gaudin qui était là-bas et qui a voulu après vendre un abattoir aux musulmans. Ils ne se sont pas mis d'accord. Il y a aussi notre faute, il faut quand même le dire. Oui, on va en parler. Il y a également notre faute. Il y a eu une mosquée qui devait se construire avec 2 millions, 3 millions. Finalement, le devis final, il est monté à 27 millions. Qui va construire une mosquée de 27 millions? Qui va donner l'argent? Et on vous dit, attention, on ne veut pas d'argent de l'étranger. Donc, par conséquent, qui va donner? Donc, une ville comme Marseille où il n'y a pas une grande mosquée... Je suis surpris, Abdallah Zeki. On a besoin de 27 millions d'euros pour construire une mosquée? Parce que le maire, il a été malin, il a les abattoirs, il les a loués, il veut construire une mosquée et un centre culturel, mais grandiose. C'est-à-dire, vous allez vous occuper de la mosquée des musulmans. Moi, le centre culturel, c'est moi la mairie, c'est moi qui va recruter des gens, c'est moi il va recruter que des Français ou des Françaises, etc. Peu importe, peut-être quelques musulmans citoyens français, mais il voulait essayer d'absorber certains chômages avec l'argent des musulmans, avec un bail de 100 ans. Une fois un bail de 100 ans, vous aurez mis 20 millions ou 15 millions, et puis c'est terminé, c'est plus à vous. Il voit à long terme. Et quand, à l'époque, je faisais partie de la commission des 30 sages à la mairie de Marseille, pour la construction de la mosquée, j'ai dit à Godin, je dis, là, vous foutez, excusez-moi, auprès de vos auditeurs, vous foutez de la gueule du monde. Vous voulez l'argent, comme on dit. Donc, ce n'est pas possible. D'accord. Alors, justement, vous m'avez précédé, c'était une question que je voulais vous poser, parce que c'est aussi important de savoir quels sont, selon vous, les tares des musulmans. Qu'est-ce qu'ils devraient faire qu'ils ne font pas? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire qu'ils n'ont pas fait? Quel est leur degré de responsabilité, selon vous? Leur degré de responsabilité. Dans ce qui se passe, dans l'islamophobie, oui. Les musulmans doivent d'abord s'entendre entre eux. Il est vrai que lorsqu'il y avait le CFCM, la première création, le premier mandat, il y avait une guerre, une lutte intestine entre Marocains, Algériens, Tunisiens, Comoriens, et ainsi de suite. Pas les Comoriens, parce qu'ils sont gentils, je ne veux pas quand même les accuser, parce que les pauvres étaient pour rien. Mais chacun voulait un petit peu être le calife à la place du calife. Non. Et puis les autorités, ils ont joué là-dessus aussi. Parce que impossible de laisser les musulmans de se mettre d'accord. Regardez, je vous cite un cas, par exemple. Dernièrement, on a mis en place la Fondation de l'Islam de France. Oui. Une Fondation de l'Islam de France dirigée par quelqu'un qui n'est pas musulman. Dirigée par Chevènement. Jean-Pierre Chevènement, absolument. Bon, c'est un monsieur qui est bien, j'ai à dire, mais quand même, c'est une claque. C'est une humiliation. Est-ce que moi, Abdallah Zakri, je vais diriger demain une fondation juive ou catholique? Personne ne l'accepterait. Alors nous, on a avalé la couleuvre, mais maintenant, le problème se pose. Alors on nous dit, mettez-vous d'accord entre vous, trouvez quelqu'un, comme ça n'arrivait pas quelqu'un. Quelque part, ils ont raison. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord entre vous. Si, il y a possibilité. Si, pour ça, il y a possibilité. Après, on a créé, avec la fondation, également un conseil d'orientation qui doit normalement faire l'orientation sur la fondation, comment qu'elle marche. Et ce conseil d'orientation, il s'est mis à se mêler de religion. Ce n'est pas son rôle. Il y a un mélange. Donc il faut assainir. Et pour être franchement à fond avec votre question, il faut que les musulmans montrent leur capacité d'union. Il faut que les musulmans, ça ne soit pas toujours les mêmes qui disent « moi, je veux diriger, moi, je veux commander, moi, je veux faire ceci, moi, je veux faire cela ». Chacun a sa place,
Mais maintenant, je pense qu'il faut se mettre autour d'une table pour essayer de travailler dans l'intérêt des musulmans et dans le cadre de l'unité. Allah Jazik, mais c'est formidable ce que vous dites, mais vous pensez vraiment que c'est possible que les musulmans soient d'accord, qu'ils s'unissent, que ce soit la paix entre eux et qu'ils décident comme un seul homme de qui va diriger? Vous croyez vraiment que c'est Je faisable? pense que ça arrivera un jour, en tout cas. Vous savez, ce n'est pas notre génération, ça arrivera un jour. C'est vrai que... Pourquoi je vous dis ça? Je suis confiant parce qu'au départ, il y avait toute cette guerre au niveau du CFCM au départ. Mais cela, maintenant, s'est apaisé. Et c'est apaisé. Il y a plus de discussions sur l'intérêt de l'islam, sur, par exemple, la jeunesse, les convertis, les femmes, une charte d'un imam pour comment fonctionne l'islam, parce qu'il y a beaucoup d'imams autoproclamés également. Donc, il faut assainir cela. Pas n'importe qui vient et dit moi je suis imam, Rasoul ou Rabbi Rasoul alayhi salatu wassalam, ou Rabbi Gal ou l'autre Gal, or qu'ils ne connaissent rien du tout, des charlatans qui sont à la tête de certains lieux de culte et tout ça. Il faut assainir tout cela. Je pense qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Qadrat Rabbi, Inch'Allah, on peut y arriver, mais chacun doit mettre du sien. Et vous avez besoin, Abdallah Zekri, de l'aide de l'État pour y arriver à cette union ou pas? Non, on n'a pas besoin de l'aide de l'État. Yak. L'aide de l'État, on lui dit de respecter la laïcité, de ne pas s'ingérer. On a besoin de l'aide de l'État pour accompagner, par exemple, dans le cadre du CFCM, par rapport aux lois, par rapport aux textes, par rapport à ce qu'on peut faire, à ce qu'on ne peut pas faire. Quelle est la position, par exemple, quand il y a eu l'histoire du Burkini, on a saisi le Conseil d'État qui a donné un coup de pied au derrière à Sarkozy et une gifle à Valls, en leur disant non. Parce qu'on parle des Burkini, ça choque. Et puis quand il y a des femmes, par exemple, à la mer, je ne le reproche pas. Elles sont mignonnes, les sœurs. Elles peuvent. Ouais. Ça ne dérange pas. Elles sont habillées. Oui, tout à fait. Hein. Et alors, ça ne dérange pas. Mais quand elles portent le burkini, ça dérange. Et le burkini, ce n'est pas une prescription religieuse. C'est une mode. C'est une question de mode. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est une question de mode. Oui, par conséquent, il y a eu 9 cas en France. J'ai posé la question au ministre, j'ai dit, monsieur le ministre... 9 cas, il y a eu toutes les caméras dessus. Voilà, hein. 9 cas. Il y a eu même des maires qui ont pris des arrêtés contre l'interdiction de la baignade en burkini dans leur commune, or qu'il n'y avait aucune femme qui s'est baignée avec le burkini. C'était la surenchère et c'était les Républicains, suite aux déclarations de Nicolas Sarkozy et Ciotti, le maire de Cannes et le maire de Nice... qui ont un petit peu fait monter la mayonnaise. Alors, est-ce que vous avez... Alors, vous dites que vous n'avez pas besoin d'aide de l'État, que vous demandez juste à l'État de respecter la laïcité, mais est-ce que vous avez besoin, ou pas, ou est-ce que vous n'en voulez pas, de l'aide d'États étrangers? D'États d'origine, par exemple, comme le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie. Le Maroc et l'Algérie, déjà, ils aident actuellement. Bon, le Maroc envoie des imams. L'Algérie vient d'envoyer 100 imams pour Tarawih, pour Ramadan. Le Maroc également aide. La seule chose qu'on leur a dit, ils disent on ne veut pas... c'est les Français qui disent, le gouvernement, nous allons supprimer les aides des pays étrangers. Eux, ils parlent des pays du Golfe, etc. Mais lorsque vous avez des imams qui viennent, ils sont payés par ces États-là. Et en plus, il faut mieux avoir... des imams de ces États-là qui viennent que plutôt des imams autoproclamés. Parce que ceux-là qui viennent du Maroc, d'Algérie ou de Turquie ou de Tunisie, peu importe, ce sont des imams qui viennent, ils ont fait l'école théologie, ils ont été suivis là-bas. Donc ils envoient des imams sur lesquels il y a une confiance. Ils n'envoient pas des imams qui sont des salafistes. Il y a une garantie. Il y a une garantie morale et religieuse. Et une responsabilité de l'État. Et une responsabilité de l'État qui les envoie. Et s'ils dévient, ils sont tout de suite rappelés dans leur pays. Or, celui qui est recruté ici sur place, c'est le président de l'association, il trouve quelqu'un, voilà, قاري شويه قرآن كيما بابا غيو البيروكي يقول له اروح ندخلك الجامع il rentre تما عنده يبدا يصلي بالناس et après il commence à raconter n'importe quoi. Donc celui-là après vous lui dites tu le renvoies, il dit moi c'est moi qui l'ai recruté, ou là quand il va ça va pas, à ce moment-là les fidèles qui commencent à bouillir, il le renvoie. Mais les autres, ils ont su. Alors là aussi quand on dit il faut mettre fin à l'arrivée des imams étrangers, oui, mais il faut d'abord former ici dans les instituts. Parce qu'il y a des formations d'instituts qui ne sont pas encore en mesure... Ils sont sortis de terre, ces instituts, ou pas encore? Si, ils sont sortis. Oui, il y a la mosquée de Paris qui a l'institut de formation, il y a l'OIF qui a son institut, il y en a d'autres également à Strasbourg, mais il faut quand même des centaines de personnes. Il faut quand même des études de 5-6 ans de théologie. Donc en attendant que ceux-là qui parlent français sortent, il faut bien garder cela. Pourquoi ?
Parce que quand, je l'ai dit ça à des ministres, aussi ministres de l'Intérieur, je dis, vous savez, il y a à peu près dans les 500 mosquées dans lesquelles il y a des imams détachés des pays d'origine. Si on enlève ces 500 imams, on va laisser 500 mosquées sans imams. Qui c'est qui va les infiltrer? Eh oui. C'est les intégrés, c'est les salafistes. Et les salafistes encore, il y a les salafistes qui uniquement c'est le salaf, c'est le retour aux origines, mais vous avez d'autres qui prennent un autre discours. Le fameux imam qui dit aux enfants, si vous écoutez la musique, Rabbi radkom gird. Lui déjà il avait une tête de gird et il voulait rendre les jeunes singes. Alors ça, ce sont des discours qu'on ne peut pas accepter. Mais je vous demande votre avis. Moi je pense qu'il n'est pas souhaitable en réalité, en tout cas je me pose la question, de rompre avec les relations religieuses quant à l'islam avec des pays comme la Tunisie, le Maroc ou l'Algérie, parce qu'il me semble qu'il y a un espace culturel commun. Et qu'il est bon, en fait, même pour garder certains repères, il est bon de garder ces relations-là. Oui, mais bien sûr, il faut les regarder. Vous savez, le ministre de l'Intérieur, qui est ministre chargé des cultes, il a fait beaucoup de voyages en Algérie et au Maroc. Il a rencontré les ministres des Affaires religieuses. Alors, il a dû s'en rendre compte qu'il faut voilà. garder. Et ils ont rencontré, ils lui ont fait visiter l'école de formation des imams. Ouais. Il a discuté avec eux. Il leur a demandé si vous envoyez des imams en France, sélectionnez certains qui parlent français. Là, la mosquée de Paris, elle en a reçu 50 dernièrement, il y a 3-4 mois. Alhamdoulilah, ils parlent tous français. Donc, ils ont un niveau bilingue. Ils s'arrangent pourquoi? Parce que les jeunes ne comprennent pas. Un jeune, quand il va à la mosquée, il entend le discours, le khatba du vendredi. Il ne comprend rien. Déjà, son père, il ne comprend pas l'arabe littéraire, mais alors, ça, c'est quand même extraordinaire. Voilà. Comment la khutba du vendredi est importante. Comment on peut garder cette idée que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est pas grave? Non, il y a quand même la traduction qui est donnée à la sortie en français. Donc, il y a toujours une traduction. Il y a une traduction. C'est devenu une règle. Oui, c'est devenu actuellement une règle. Ça se fait beaucoup maintenant. D'accord. Il y a une traduction qui est faite, qui est donnée aux fidèles à la sortie, pour qu'ils puissent quand même après voir qu'est-ce que leur a dit l'imam. Et il y a, c'est vrai, beaucoup de gens qui viennent dans les mosquées pour essayer de discuter avec les imams, pour savoir un petit peu la religion. Ça se fait de plus en plus. Ouais. C'est comme dans le cadre des convertis. Il y en a pas mal qui viennent également. Mais là, ils apprennent. Hein, je vous assure qu'ils apprennent vite. Hein. Alors, dans les médias français, on parle puisque les politiques en parlent, donc les médias sont aussi le relais, comme vous avez montré un petit peu les unes de certains journaux très importants en France. Il y a très peu de musulmans qui s'expriment à la télévision. On parle d'islam et des musulmans tous les jours, soir, matin, après-midi, dans tous les journaux. Et il y a très peu de musulmans qui viennent s'exprimer à la télévision. Il y en a, mais si peu. Si peu. Comment est-ce encore tenable, ça? Il y a deux genres de musulmans. Il y a certaines chaînes de télévision qui invitent des musulmans pour casser les musulmans, ce que j'appelle moi les arabes de service, les tapeurs de brosse. Grand imam, j'ai écrit des livres qui n'ont d'ailleurs pas de mosquée, qui n'ont absolument rien et qui viennent raconter n'importe quoi. Ça, d'une part, c'est des journalistes qui invitent des gens là pour essayer de dire voilà. D'autre part, c'est devenu la mode. Vous avez remarqué, comme moi, je suis persuadé que vous l'avez remarqué, qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit des livres sur l'islam. Parce que ça marche très bien d'ailleurs. Et ça marche très bien, c'est un fonds de commerce qui rapporte parce qu'on pense... Alors, ceux qui ont écrit des livres sur l'islam, ceux qui sont français, des anciens des services français, ou certains soi-disant intellectuels, ou des connaisseurs, entre guillemets connaisseurs et spécialistes de l'islam, leur livre se vend parce qu'il y a une publicité. Oui. Et les musulmans, imams, autoproclamés et autres qui ont écrit des livres, leurs livres ne se vendent pas du tout. D'accord. Parce qu'ils ont eu le tort de passer à la télé et de parler, et les musulmans les ont classés. Ils l'ont classé comme khabith, donc ou bayouh. Ça veut dire qu'ils n'ont ni eu l'assentiment de leur corps-religionnaire musulman, ni eu la sympathie ou le sérieux rien, accordé. Parce qu'ils passent à la télé pour critiquer sa religion et critiquer son pays. Et ça ne marche pas. D'accord. Voilà, donc ça ne marche pas. Et les Français, eux, qui ont écrit des livres où ils font peur, ils parlent de scènes, comme s'ils ont vécu les drames sur place et tout ça, ils font du sensationnel, avec même des titres sensationnels. Ceux-là, leurs livres se vendent. D'accord. Ils se vendent, mais ça s'arrête là. Voilà pour les télévisions, ceux qui cherchent. Il est vrai qu'on est invité de temps en temps. Personnellement, je suis invité sur plusieurs chaînes. Bon, ils me connaissent assez pour me franc-parler. D'ailleurs, des fois, on m'invite. Je leur dis non, je n'ai pas le temps de venir. On le voit là. Voilà, des fois, on m'invite pour une émission. Je dis non, je ne viens pas.
mais si vous voulez, vous avez un nom à nous proposer, je propose un nom. Je ne vais pas le dire là. Ah non, 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 il me dit, celui, c'est pas la peine. Lui, c'est la brosse. C'est gentil. Voilà, on n'a pas besoin de celui-là, on n'a pas besoin de ça là, etc. Donc, il faut avoir le courage de dire ce qu'on pense. Il ne faut pas avoir peur. Moi, je n'ai pas peur d'un homme comme moi. C'est tout. Par conséquent, il faut dire quand même la réalité, défendre ses origines, défendre son point de vue et ne pas toujours dire oui, amen, an'am, an'am, an'am. Non, c'est aussi ça la démocratie. Voilà, c'est ça la démocratie. Pourquoi la démocratie, pour toi, tu veux te l'appliquer et quand moi je parle, tu n'acceptes pas ce que je dis. Eh bien, tu m'écoutes, mon cher ami. C'est comme ça. Alors, Abdallah Zekri, une dernière question. À l'Observatoire de lutte contre l'islamophobie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens viennent se plaindre à vous? Par exemple, un musulman ou une musulmane qui a subi une agression. Comment ça se passe? Alors, ce qui se passe, il y a 3 formes d'information. J'ai des réunions trimestrielles au ministère de l'Intérieur avec le service qui est chargé de ça pour faire le point par rapport aux plaintes déposées dans les gendarmeries ou dans les commissariats par rapport à des actes, soit des agressions, soit les attaques au lieu de culte, etc. Donc on fait le point par rapport aux informations qui montent. Alors, nous avons le CFCM, c'est le Conseil français de culte musulman au niveau national, et nous avons 24 CRCM au niveau des régions. Ces régions et les départements, quand ils prennent connaissance d'un acte contre un lieu de culte ou une attaque, etc., ils montent l'information. Elle me parvient. Des fois, ce sont des simples citoyens qui appellent pour dire, voilà, dans la mosquée, on a trouvé une tête de porc hachek, on a trouvé ceci, cela. Ils informent. Donc, on fait tout le regroupement. Et les chiffres que je donne, par exemple, dans l'année du 1er janvier au 30 décembre 2016, il y a eu 182 actes anti-musulmans. Augmentation par rapport à l'année précédente Non, c'était un petit peu moins par rapport à l'année précédente. Il y a eu le Bataclan, il y a eu d'autres attentats qui font exploser les actes anti-musulmans. On était à 484 en 2015. Parce qu'il y a eu le Bataclan, il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu le Père Cacher. Et là, justement, ceux qui commettent cela, dans leur esprit, ils s'attaquent au lieu de culte parce qu'ils pensent que les musulmans sont responsables des actes de terrorisme. Ils ne sont pas responsables d'actes de terrorisme. Et quand on a tué des prêtres ou quand on a tué des personnes, très souvent on nous dit il faudrait descendre dans la rue manifester. Alors moi je refuse ce discours-là. Moi, Abdallah Zekri, je ne descends pas manifester en tant que musulman. Si je descends manifester en tant que citoyen français, oui. En tant que musulman, je suis ni coupable ni responsable des actes qui ont été commis. Donc il ne faudrait pas qu'on nous manipule, qu'on nous fasse manifester comme musulmans. Je suis désolé. Et ça, ils ont tendance, les hommes politiques, vous les musulmans, vous devez vous exprimer. Je ne m'exprime pas. Je dénonce, mais je n'ai pas manifesté en tant que musulman. Donc ces actes montent, arrivés, et on fait le point. Et les chiffres que j'ai donnés, ils sont au-dessous de la réalité. Pourquoi? Parce que vous avez un tiers de responsables de culte musulman ou de musulmans victimes de racisme, enfin d'actes islamophobes, qui ne portent pas plainte. Pour 2 raisons. Parce qu'aller au commissariat à 9h, sortir à midi, c'est quand même énorme d'attendre. Et deuxièmement, par la suite, il n'y a pas de suivi au niveau de justice. Moi, il y a une année, j'ai déposé 19 plaintes de menaces de mort, d'insultes sur le CFCM et tout ça. Au bout de 8 mois, les 19 sont revenus par le parquet classés sans suite parce qu'on n'a pas trouvé les coupables. Trouver le scooter du fils de Sarkozy, on a tout de suite trouvé parce qu'on a prélevé l'ADN. Mais quand on s'attaque à une mosquée, on ne trouve pas. Et en plus, il n'y a pas ces actes-là. Donc c'est décourageant, ça. Voilà, ça décourage. Il n'y a pas ces actes-là. Il y a ce que j'appelle la cyberhaine. Tout ce que vous avez sur Internet. Des images que je vous ai montrées tout à l'heure qu'on ne peut pas montrer au public. Horrible. Vous avez les Arabes dehors, la valise sur le cercueil, les Arabes c'est une vermine qu'il faut écraser. Vous avez tous ces discours de haine sur Internet qui a implosé. Et quand on a parlé au ministère à l'époque pour essayer de voir comment arriver à bloquer cela, on nous a dit c'est très difficile parce que tout ce qui est Internet, leurs sites sont logés aux États-Unis ou ailleurs. On ne peut pas les fermer. Or que maintenant, il s'avère qu'on peut fermer des sites parce que maintenant, il y a le terrorisme. Donc, vous voyez, et ce que je déplore, c'est les 2 poids et 2 mesures par rapport à certains. Et puis, il y a la discrimination. Parce qu'il y a les actes anti-musulmans, il y a la cyberhaine et la discrimination. C'est une conséquence, alors. C'est une conséquence. Discrimination, il y a 35 000 en France. Sur les 35 000, bon, il n'y a pas que des musulmans, il y a d'autres aussi, mais la discrimination est très difficile à déterminer parce qu'on ne sait pas si la personne a été discriminée en fonction de ses origines, de sa religion, de sa couleur de peau, est-ce qu'il est noir, est-ce qu'il est bronzé arabe,
Est-ce qu'il est juif? Est-ce qu'il est ceci, cela? Pourquoi? Est-ce qu'il est homosexuel? Parce qu'il y a des discriminations là-dessus aussi. Mais uniquement des cas, par exemple, de policiers musulmans que j'ai eu à traiter le dossier, qui pendant 10 ans n'ont pas monté d'échelon, or que les autres, leurs collègues François, Alain, ont eu des promotions dans des préfectures, à la SNCF également, etc. Ça, ce sont des actes de discrimination, mais très difficiles à déterminer. Donc il y a tout un climat, il y a toute une ambiance qu'il faut essayer de voir et qu'il faudrait que le gouvernement prenne cela en main et prenne cela en charge. Alors, une dernière question. À votre avis, comment vous voyez l'avenir de la communauté musulmane en France? Les prochaines années? Vous savez, les prochaines années, comment on va l'avenir? Je pense que les musulmans maintenant commencent à s'exprimer par d'abord leur bulletin de vote. Moi, je leur ai dit, vous avez une arme dans la main. Ce n'est pas une arme de guerre. Vous avez une arme, c'est le suffrage universel. Exprimez-vous. Vous pouvez, dans une ville, faire tomber un maire ou le faire élire. Parce que quand même, on est nombreux. Donc, il faut s'exprimer. Il ne faut pas toujours rester derrière. Il faut se présenter dans les élections également pour avoir des élus. Donc l'avenir, elle est là. Alors ceux qui disent les Arabes dehors, moi je vais leur dire une chose qui ne va pas leur faire plaisir. Allez. On est là, on est en France, nous sommes des musulmans, fiers de l'être, fiers de nos origines, fiers de notre religion, mais notre religion de paix, pas celle qui est dévoyée par des terroristes, par des assassins. Et on va rester ici en France, ils sont venus chez nous. Jusqu'au jour du jugement dernier. Voilà, ils sont venus chez nous, ils nous ont occupés, mais nous, on n'est pas venus pour les occuper, on a été invités pour leur construire leur pays et on a construit la France. Merci Abdallah Zekri, merci beaucoup pour votre venue et pour ces éclaircissements. Merci de votre invitation. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de l'entretien sur Al Janoubia TV. Au revoir.